Vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur LCP, la chaîne qui, dit-on, voit la politique en grand. Et ben voilà, nouvelle saison, nouvelle série, nouvelle émission, c'est politique avec un S à la fin, s'il vous plaît, et c'est le numéro 1. Alors voilà, politique avec un S à la fin, c'est une émission en 2 temps et beaucoup de mouvements. Premier temps, un invité, en l'occurrence cette fois-ci Henri Guénaud, que je suis ravi de recevoir. Et puis ensuite, deuxième temps, toujours en ce premier numéro, un débat vif, très vif, avec Olivier Besancenot du NPA, Yannick Jadot, député européen des Verts, Florian Philippot, vice-président du Front National, et Bernard Guetta, éditorialiste bien connu à France Inter. Voilà pour les 2 temps. Et les mouvements, ce sont les vôtres. Ceux de nos amis internautes d'Europe 1, notre nouveau partenaire, qui sont invités à réagir toute la semaine sur Facebook, et aussi ceux d'une espèce rare et nouvelle, les moitweets, qui m'interpellent sur Twitter, grâce au hashtag moitweet. Le thème du débat, France-Europe en route vers l'austérité. Plein feu sur le fameux et mystérieux, pour moi, traité européen en débat ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Et on a besoin de lumière, si j'en crois les tweets et mes propres questionnements. Je compte sur mes invités, pas du tout d'accord entre eux, mais du débat, j'en suis persuadé, naîtra la fameuse lumière. Mais avant tout cela, premier mouvement, j'ai donc rendez-vous, bien sûr, avec vous, et que je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, et avec Henri Guénaud, ancien conseiller très spécial, très proche de Nicolas Sarkozy, gaulliste historique aujourd'hui, député UMP des Yvelines, et auteur d'un livre que je dois dire excellent, La nuit et le jour chez Plomb. Un homme dont je connais bien le parcours. De Séguin à Sarkozy et l'ombre immense qui posait sur lui du général de Gaulle. Mais un personnage plutôt incompris, si j'en crois, c'est désormais le fameux moitweet que vous me faites parvenir. Annie, de Paris, vous écrit, cher Henri Guénaud, eh ben voilà, l'auteur du discours sur l'homme africain, qui lui n'est pas entré dans l'histoire. Ah bah tiens, ch'tac. Bon, un autre moitweeter, Édouard de Luchon, confirme Guénaud. Ça va pas vous faire plaisir, mais en même temps c'est marrant, ça va vous permettre de réagir. Guénaud, c'est pas la nuit et c'est le jour, c'est la nuit et la nuit. Édouard de Luchon. Bref, Henri Guénaud, on a des choses à nous dire, vous avez des choses à nous dire, nous avons des choses à éclairer, nous avons des choses à débattre. On vous écoute. Oui, je disais que j'étais ravi de vous recevoir parce que vous publiez un livre confession à votre manière, c'est-à-dire à la fois lyrique, très perso, émouvant, vraiment, et sincère, évidemment. À travers un dialogue peut-être imaginaire, je ne sais pas, avec un instituteur de votre enfance que vous retrouvez, avec qui vous évoquez vos très riches heures passées à côté de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement. En lisant ces lignes, on comprend que vous avez choisi, évidemment, de tenir le rôle d'avocat, évidemment, du quinquennat, et vous bottez en touche de manière quasi mystique. Ça ne m'étonne pas. Quand il s'agit d'expliquer la défaite de Nicolas Sarkozy. Je vous cite, les dieux, comme dans la tragédie, ont puni celui qui voulait changer le monde. Formidable, bien que vous... J'ai dit peut-être. Oui, peut-être. Mais c'était un clin d'œil à un chapitre sur la politique et la tragédie, voilà. D'accord, mais il n'y a que vous qui pouvez écrire ça. L'homme qui voulait changer le monde. Dites-moi, Sarko, un héros de tragédie grecque, enfin, comme ça, face à un destin, vous n'y allez pas, vous y allez fort, mais enfin bon, vous allez nous dire comment vous le voyez comme ça. Non, mais d'abord, ce que je dis et ce que je crois profondément, c'est que l'histoire et la politique sont tragiques. Et la période que nous venons de vivre, pendant ces 5 ans à l'Élysée, est une période exceptionnelle. C'est une période où le tragique de l'histoire qu'on croyait éliminé de l'histoire nous a ressauté à la figure. Et donc, voilà, Nicolas Sarkozy s'est trouvé au centre du cœur du pouvoir, et pas seulement du pouvoir français, mais du pouvoir européen et même du pouvoir mondial, puisqu'il a été l'artisan du G20, dans ce moment très particulier où l'histoire redevenait manifestement tragique. Il voulait vraiment changer le monde, Nicolas Sarkozy? Oui, parce que c'est pas un vain mot, c'était pas une vaine formule, l'histoire de la moralisation du capitalisme. Il s'est battu. Sans lui, le G20 n'aurait pas existé. Moi, je me souviens très bien de ce moment dramatique où il a rencontré George Bush et son gouvernement à Camp David. Et où il a arraché aux Américains le G20 dont ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur d'être mis en accusation par le monde entier. Et ça a été un élément essentiel, d'abord du rétablissement de la confiance à un moment où elle était en train de disparaître et où on était au bord d'une crise cataclysmique. Mais on veut flinguer les gens qui veulent changer le monde?
Mais je sais pas si... Oui, d'abord ça dérange. D'abord ça dérange. Vous savez, c'est toujours une transgression de vouloir changer le monde. C'est cette vieille histoire grecque de l'hubris, l'orgueil démesuré, voilà, de ceux qui se dressent contre l'ordre du monde. Et d'une certaine manière, oui, je dis quelque part, d'ailleurs, pourquoi on l'a tant haï? Parce qu'il a voulu gouverner. Il a dérangé, au fond, l'ordre établi. C'est pas l'un des arrangements dont vous parlez par ailleurs. Voilà, il a sans doute... En pensant à Hollande, hein, pour parler. Oui, pas seulement. Je pense qu'il y a deux conceptions de la politique. Il y a une conception volontariste, où la politique exprime la volonté humaine dans l'histoire. Alors pour le meilleur ou pour le pire, on peut être en désaccord avec ce qu'exprime cette volonté, mais c'est la volonté humaine qui s'exprime. C'est l'histoire aussi du 18 juin. La liberté et la dignité d'un homme et d'un peuple, c'est d'être capable de dire non à ceux qui menacent de la servir. Ça ne veut pas dire que Sarkozy c'est De Gaulle, mais ça veut dire que l'inspiration, la conception de la politique est la même. Et puis en face, il y a ce que j'appelle la politique des petits arrangements, qui a été celle de la 4e, de la fin de la 3e République, celle des notables, celle, le général de Gaulle disait des notoires. Voilà, on cherche toujours des petits arrangements parce qu'on pense au fond que la politique ne peut pas grand-chose. Ça, c'est à droite et à gauche. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la distinction droite-gauche. Il y a une gauche, évidemment, qui connaît le tragique de l'histoire, qui prend l'histoire à bras-le-corps. Mitterrand, par exemple. Mais Mitterrand, Mitterrand est un homme qui avait le sens du tragique de l'histoire et de la politique, mais ça se ressentait un peu en politique étrangère. Pour le reste, il était tellement préoccupé avec le dialogue avec sa maladie et sa propre mort, son tragique à lui, son destinée tragique, qu'il a laissé ceux qui ne croyaient pas du tout au tragique de l'histoire, finalement, gouverner les affaires intérieures. Voilà, c'est la grande déception pour moi d'un homme comme Mitterrand, qui pourtant a le sens du tragique. Mais vous avez dû avoir des déceptions dans votre propre camp aussi. Mais bien sûr. Ça, j'imagine, innombrables ceux qui ne croient pas au tragique ni à la transcendance. Il y en a beaucoup. Ça a été dans les 30 dernières années une majorité, voilà, qui ont pensé que la politique, ça n'était que de la gestion. Et le dernier, Jacques Chirac, n'était pas quelqu'un pénétré par le tragique de l'histoire. Valéry Giscard d'Estaing non plus. C'est pas un reproche, non, pas pénétré par le tragique de l'histoire. Mais beaucoup. C'est ainsi. C'est aussi une question de tempérament. Et c'est un rapport à l'histoire, c'est un rapport à l'idée qu'on se fait de l'homme. C'est pas du tout pour employer une formule creuse, mais l'idée qu'on se fait de l'homme, de sa dignité et de sa liberté, sont au cœur de l'idée qu'on se fait de la politique. 6 mois après la défaite, votre défaite, celle de Nicolas Sarkozy, vous dites la tristesse ne vous lâche pas. Vous vous sentez toujours orphelin du Sarkozy, mais d'un singulier, pour vous, grand petit homme qui est Nicolas Sarkozy. Non, mais d'abord, je suis pas orphelin du tout. Vous savez, moi, je dis dans ce livre, j'ai jamais eu de père, donc vous êtes orphelin de naissance. Mais je n'en cherche pas non plus. Je sais que voilà. C'est une image toute faite, orphelin. Non, je suis triste. J'étais triste parce que c'est vrai, après autant de travail, d'engagement, le résultat est un résultat qui fait un peu mal. Même si c'est la démocratie, même si c'est naturel, même si c'est légitime, voilà, ça fait un peu mal. Et se dire, c'est toujours un moment... Oui, je l'ai dit d'ailleurs le soir même, il y a un sentiment d'injustice, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison pour que le monde soit juste non plus. Mais en même temps... Il ne serait pas tragique s'il était juste. Mais voilà, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des sentiments. Bon, il y a ma raison d'un côté qui me dit qu'il n'y a aucune raison que le monde soit juste, et puis il y a mes sentiments qui me font éprouver une émotion, un sentiment d'injustice. Ça vous quand certains dans votre camp, si j'ose dire, votre camp au sens large, prennent leur distance par rapport à Sarkozy. Leur distance, c'est-à-dire, je pense à, par exemple, Roselyne Bachelot et même François Fillon. Je crois que mon énervement vis-à-vis de Roselyne Bachelot, je l'ai exprimé assez nettement, assez fortement pour ne pas avoir à y revenir. Non, je trouve que tout ça était très vulgaire. Voilà, je le dis, très vulgaire. Quand on a fait des pieds et des mains pour être ministre jusqu'à la dernière seconde, eh bien, on a au moins ce que ma grand-mère appelait la reconnaissance du ventre. On a une conception de sa propre dignité qui vous interdit de faire ce qu'elle a fait. Mais François Fillon et sa politique des notables. C'est sans problème. J'ai pas dit qu'il faisait la politique des notables, mais nous avons des différences et voilà, nous avons depuis longtemps des débats sur un certain nombre de choses et je pense qu'on n'a pas au fond la même approche de la politique. Et c'est assez profond. Vous allez parler d'ailleurs tout à l'heure des questions de l'austérité, par exemple. Et je pense que là, il y a de vrais sujets pour l'avenir, mais qui ne renvoient pas simplement à une conception de l'économie, mais encore une fois, à une conception de l'homme, de l'histoire, de la nation et de ce que veut vraiment dire la politique. C'est pour ça que vous avez présenté votre candidature à l'UMP,
moi j'ai trouvé ça étrange, mais intéressant. Vous avez pris date, hein. Mais en tout cas, ce que vous avez fait, c'est que vous ne pouviez pas accepter, j'imagine, que cette différence politique que vous pointez avec Fillon, bah, vous allez vous la coltiner, là, si j'ose dire en ce moment. Parce qu'il risque de l'être, un président de l'UMP. C'est normal que dans une famille politique, on ait... Non, mais attendez, c'est normal que dans une famille politique, on ait des débats, voilà, c'est pas... Et des différences. Ça n'empêche que nous appartenons à la même famille politique. Moi, j'ai dit que je ne me reconnaissais pas... Sur famille, c'est faire gaffe. Oh, c'est ce qu'il y a de pire. Bon. Je suis un grand lecteur de Mauriac aussi. Oui, moi aussi. Oui. Le Dilpère, on connaît. Voilà, exactement. C'est pas mieux dans les autres romans, d'ailleurs, hein, dans Thérèse de Guéroult, voilà. Bon, c'est... la famille, c'est à la fois un lieu de solidarité et un terrible lieu d'affrontement, c'est vrai. Bon. Et je me suis dit j'ai dit que je ne me reconnaissais pas dans ce débat, voilà, donc je me suis présenté. Ouais, vous avez dit c'est entre Cuba et la Corée du Nord, l'UMP, c'est quand même pas mal. Oui, parce que la règle du jeu qui était imposée était évidemment absurde, mais elle datait d'il y a 10 ans. Cuba et la Corée du Nord, vous y allez fort, là aussi. Bah oui, quand vous faites en sorte qu'il y ait que 2 candidats, voire en réalité, c'est un grand échec des verrouilleurs de l'époque, ils voulaient qu'il n'y en ait qu'un. Ça s'appelle une démocratie tronquée. Voilà, ça ressemble à ces apparences de démocratie où on fait voter tout le monde pour un seul candidat, Corée du Nord ou à Cuba. C'est un parti fourre-tout, quoi, l'UMP. Avec des gens très différents. Il y a des gens très différents, mais ils ont quand même il y a des choses qui les rassemblent, évidemment, mais il y a des gens très différents, et il va falloir que nous apprenions à vivre sans chef, c'est-à-dire sans quelqu'un qui fait la synthèse entre ces différences et qui arrive à entraîner tout le monde, parce que chacun s'y reconnaît. Non, mais ni l'un ni l'autre. Un chef, ça ne se décrète pas, c'est pas les élections qui le font, le chef. C'est quelque chose qui s'impose, c'est l'évidence. Vous allez voter quoi, vous, d'ailleurs ? Mais je le dirai le moment venu. Voilà. Vous voulez pas me le dire là? Non. Ça commence par un F, ça commence par un C? Non, je ne vous le dirai pas ce soir. Je ne vous le dirai pas ce soir, mais ça ne sera pas pour choisir un chef, ça ne sera pas pour choisir un candidat au présidentiel, ni une ligne politique. D'abord, la ligne politique, j'ai la mienne et j'y tiens. Et deuxièmement, nous en avons défendu une tous ensemble pendant l'élection présidentielle. Beaucoup de choses ont été dites qui sont très importantes pour l'avenir. Et on ne va pas maintenant, quelques mois à peine après, dire aux Français on met tout ça à la poubelle. Ouais. Ça évoluera, bien sûr, parce que le monde évolue, la société évolue, l'Europe va évoluer. Donc il va falloir adapter ce projet, le faire changer au fur et à mesure que le monde va changer. Mais on ne va pas changer de ligne. En tout cas, moi, il y a plusieurs temps dans la campagne. Moi, je m'opposerai à ce que ce soit le cas. Voilà, il y a plusieurs temps dans la campagne. Campagne du début, campagne de la fin, campagne de 2007, campagne de 2012, en deux temps. Sûr. La fin qu'on a qualifiée de droitière, vous le savez bien. Oui, mais j'aime pas ce terme. Non, mais d'accord, je sais, mais comment on va dire autrement? Vous vous souvenez de ce clip avec Douane, avec en arabe Dans ce clip, il y avait des passages absolument inacceptables. Voilà, je le dis. Mais ça, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a choisi. À un moment donné, ça s'est fait comme toujours. Voilà, il y a eu des processus, décisions compliquées qui ont abouti à ce qu'il y ait quelques images dans ce clip que je ne peux pas assumer pour ce qui me concerne. Cette UMP-là, vous ne l'aimez pas? Non, mais c'est pas l'UMP d'ailleurs. C'est des gens qui travaillent pour l'UMP. Oui, mais je pense qu'il y a très peu de gens à l'UMP qui pouvaient supporter quelques-unes des images qui étaient au milieu de ce clip. Voilà. En revanche, les thèmes développés dans la campagne étaient parfaitement normaux, légitimes, et les propositions qui ont été faites ne pouvaient susciter en moi aucune indignation. Voilà. Dites-moi, je me souviens, j'étais venu avec une caméra vous filmer pendant la présidentielle. Hein, on avait beaucoup parlé, j'ai des heures et des rushs avec vous. Vous disiez, en parlant d'Hollande, il est démocrate, mais il n'est pas républicain, je vous cite de mémoire. Hein, c'est ça, hein, vous confirmez? Démocrate et pas républicain, c'est ça. Quand vous m'aviez accompagné au Puy-en-Velay pour un reportage que vous n'avez jamais diffusé. Bon, ça va. Bon, alors... Je me venge. Oui, mais... Tac. Bon, alors, il est démocrate et pas républicain, c'est terrible de dire ça. Mais pas du tout. C'est Régis Debray, un philosophe de gauche, qui avait lancé il y a quelques années ce débat. Il disait d'un côté, il y a les démocrates, de l'autre, les républicains. Moi, je préfère dire qu'il y a ceux qui croient à la démocratie et à la République, ce que dit la formule du général de Gaulle en 58, ceux qui croient à la démocratie sans la République. Je veux dire, sans le modèle républicain. Vous savez, quand on croit aux pédagogistes et qu'on ne croit plus à l'école de la République avec l'autorité du maître, on n'est pas très républicain. Quand on a des indulgences pour le communautarisme, c'est qu'on n'est pas républicain. La République, c'est un corps de valeurs. Voilà, c'est une morale, c'est un rapport à la politique, à la nation, à l'État. Voilà. On peut avoir un autre rapport à la nation, à l'État, à la société, qui est démocratique, mais qui n'est pas républicain. Voilà, c'est un modèle très particulier. Oui, je persiste. D'ailleurs, dans le monde, il y a très peu il y a beaucoup de démocratie, il y a très peu de république au sens où nous l'entendons.
Non, mais il y en a quand même beaucoup. En Europe, par exemple, on est sans doute la seule république au sens où nous l'entendons, nous, Français, qui est conforme à notre histoire, l'idée d'une France, par exemple, unie et indivisible. Hollande, rien de bien. Mais j'ai pas dit que c'était pas bien, je dis que c'est une différence. Voilà, y a des gens qui croient à la République unie et indivisible et d'autres qui n'y croient pas, qui préfèrent une République de communautés, de corps intermédiaires, etc. Le débat qu'on a eu sur les corps intermédiaires est tout à fait significatif. Oui, on peut avoir une démocratie avec le pouvoir donné aux corps intermédiaires, une démocratie très représentative, très intermédiaire. Bon. Et puis, on peut avoir une vision plus gaulienne, par exemple, qui est la vision républicaine traditionnelle. On dit les corps intermédiaires, il en faut, mais ils ne doivent pas confisquer la souveraineté du peuple et la parole du peuple. D'où le grand débat qu'il y a eu dans les années 60 sur le référendum. Et vous avez vu la violence du débat pendant la campagne présidentielle. Voilà, voilà, oui, je suis pour qu'il y ait des syndicats. Je ne suis pas pour que les syndicats confisquent la parole du peuple. Juste très court pour lancer le débat qui suit, là. Il n'y a pas que les syndicats, d'ailleurs. Non, je sais. Enfin, non, je dis non, je ne sais pas. Comment je sais? Non, je ne sais pas. Non, mais les corps intermédiaires, c'est plus large. Je cite vos propos du 27 septembre sur le site Atlantico, là. Vous disiez contre les politiques, vous disiez contre les politiques d'austérité à tout va en pleine récession. Pourtant, vous allez le voter, ce nouveau traité. Ah oui, ce fameux traité. Non, je vais le voter pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un traité de crise qui était la condition de la solidarité européenne. Il ne fallait pas que tout explose. Deuxièmement, il n'y a pas de transfert de souveraineté. On l'a dit. Monsieur Hollande nous disait le contraire, maintenant il est revenu. Voilà, c'est le même traité que celui de Sarkozy. Ça n'a pas changé, il n'y a pas une virgule qui a changé. On va en débattre. Non, mais ça c'est une réalité, c'est même pas un sujet de débat. On va en débattre. Et puis, troisièmement, c'est pas parce qu'on se donne une discipline dans laquelle on dit, écoutez, voilà, on s'efforcera autant qu'on le peut d'arriver à l'équilibre, ce qui est très bien, que ça veut dire qu'on peut enfermer l'économie dans une règle de droit. Vous ne pouvez pas décréter la réduction des déficits. Si vous faites une politique d'austérité en période de récession, vous obtenez un creusement des déficits. Donc c'est absurde. Et ça fait souffrir les gens. Voilà. Mais vous allez quand même voter. Oui, mais je ne vais pas voter pour les politiques d'austérité. Je vous le dis. D'accord, c'est bien entendu, c'est bien entendu. Pas de politique d'austérité, pas de politique d'austérité. Mais pas quand on est dans la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs. Que je déteste, c'est cette idée du salut par la souffrance des gens. Mais oui, ça me... Voilà. Eh bien, la rédemption. Alors, travaillons la rédemption. Et je renvoie nos spectateurs à votre livre, Le jour et la nuit, qui est vraiment un bon livre. Merci beaucoup. Et maintenant, j'accueille... Tout à l'heure, il était excellent, maintenant, il n'est plus que bon. Non, il est très bon, allez, arrêtez, quoi. Maintenant, il faut... Alors, j'accueille Olivier Besancenot, Yannick Jadot, Florian Philippot. À bientôt. Merci. Entrez. Bernard Guetta, place au débat, place aux confrontations. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir. Bon, je vous disais en introduction que le traité budgétaire européen, pour beaucoup de nos concitoyens, blogueurs, moi Twitter, parce que c'est la nouvelle expression, moi Twitter, et soyons francs pour moi-même, semblait bien mystérieux. Bon. Mais il suscite des questions, ces questions sont celles des internautes d'Europe 1, notre partenaire. Alors regardez, on va tout de suite regarder ce qu'ils disent. Parole d'entrée en scène, Cyril. Alors, Cyril qui se pose une question toute simple. Pourquoi en France, on ne veut jamais respecter les engagements européens ? Tiens. Je sens que Bernard Guetta commence déjà à sourire. Bon, Catherine, attends, pas déjà. Catherine, non. Catherine, elle, se demande si nous pouvons encore prendre seuls, au niveau national, des décisions qui vont impacter l'avenir de nos partenaires. Et sans tenir compte de leur avis. Elle attaque tous les Mélenchon et compagnie, et leur demande d'arrêter de mentir aux gens et de leur monter la tête avec des propositions plus irréalistes les unes que les autres. Alors, Ahmed, vous allez moins sourire. Lui, il reste perplexe, très perplexe, et s'interroge, le traité ne serait-il qu'une solution à très court terme, enfin, pour réduire les déficits, autrement dit, une rustine, rien qu'une rustine, et le traité ne résoudra pas, en aucun cas, le problème sérieux de l'industrie, du chômage, etc. Bon. Le ton est donné, on y va. Bernard Guetta, je commence par vous, l'expert du matin, mon éclaireur du matin, celui avec lequel je me réveille, enfin, comme ça, et la lumière me pénètre chaque fois. Bernard Guetta, avec ce traité, on a une manière très technique et très compliquée, honnêtement. Déjà. Oui. Après, on va voir comment c'est pas si compliqué que ça pour d'autres autour de la table. C'est à suivre pour le malheureux citoyen accablé ci par la crise, le chômage, tout ça. Et les impôts. Bernard Guetta, en 2 phrases, c'est compliqué pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Alors, quelle est la philosophie politique de ce texte qui est par ailleurs trop méconnu et qui est débattu à l'Assemblée?
Écoutez, il s'agit de réaffirmer les engagements qu'avaient pris l'ensemble des partenaires européens au moment de Maastricht, c'est-à-dire un engagement à tenir leur compte et à ne pas laisser filer leur déficit. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce réengagement a été rendu nécessaire parce que l'Allemagne et d'autres pays, pas seulement l'Allemagne, mais principalement l'Allemagne, le demandaient en échange d'une considérable évolution de ce qu'est ou de ce qu'était l'Union européenne. L'Allemagne a exigé ça en échange de son accord pour institutionnaliser la solidarité financière entre les pays membres de l'Union européenne, alors que cette solidarité était proscrite par les traités. L'Allemagne l'a demandé pour accepter finalement, il y a quelques semaines, même pas, que la Banque centrale européenne accepte de racheter de la dette des pays membres sur les marchés, ce qui était également proscrit par les traités, etc., etc. Influence énorme d'Hollande, alors si j'ai bien compris. Non, pourquoi d'Hollande ? Je sais pas. Non, on partait sur des positions très lointaines, non ? Non, si vous me permettez deux phrases. Oui, mais après, je voudrais... Bien sûr, juste deux phrases. Influence d'Hollande, certainement, puisqu'il a martelé cela, mais influence principalement des réalités. Évidemment qu'il fallait institutionnaliser la solidarité, évidemment qu'il fallait que la Banque centrale européenne rachète de la dette, etc., etc. Voilà. Les faits. Les faits, la réalité. On va voir ça. Alors, vous trois, alors, qui va commencer ? Parce que quelle surprise, bonne ou mauvaise, nous réserve ce traité ? Et en quoi vous deux ici, autour de cette table, et pas vous, l'attaquez ? Alors, Olivier Besancenot, ensuite Philippot et ensuite vous-même. Parce que je crois que ce qui marque le traité, c'est tout sauf la solidarité. C'est d'abord et avant tout gravé dans le marbre la politique de rigueur, la politique d'austérité. C'est plus qu'une confirmation. C'est un durcissement des critères de convergence de Maastricht, puisqu'à l'époque on parlait de 3% de part des déficits dans la part du PIB. Maintenant on parle de 0,5% de part structurelle. Et en fait il y a pas mal d'articles, il y en a 16, mais il y a un petit doublon. C'est l'article 3 et l'article 5. L'article 3, c'est les fameux 0,5%, pratiquement inatteignable, parce que déjà on se souvient des critères de Maastricht. Qui a vraiment respecté les critères de Maastricht ? Pas grand monde. Alors 0,5%, on fera comment ? 0,5%, on fera comment ? Justement. Donc il y a une anguille sous roche. Et c'est quoi ? C'est l'article 5. Pour ceux qui ne respecteraient pas les fameux 0,5, il faudra, en partenariat avec la Commission de Bruxelles, faire quoi ? Les fameuses réformes structurelles. C'est-à-dire qu'on va toujours plus dans l'Europe libérale, toujours plus dans l'Europe des banquiers, toujours plus de l'Europe de la finance. Or, cette Europe-là, on avait déjà dit non en 2005 au moment du référendum. On n'en veut pas plus aujourd'hui qu'à l'époque. Et aujourd'hui, il y a un mécanisme qui est mis en place. C'est le mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire un espèce de FMI européen. Les pays en difficulté devront crier à l'aide. Et pour avoir de l'aide, il faudra appliquer en échange les plans d'ajustement structurel que subissent par exemple les peuples en Grèce actuellement. Donc c'est pour ça qu'on lutte. Le nom de gauche qui s'était fait entendre en 2005, on a manifesté nombreux au moment de la manifestation. On va faire pression sur les députés pour exiger le fait que ça soit pas ratifié, puis aussi avec un appel à la solidarité, s'inspirer de ce qui se passe dans le restant de l'Europe, parce que en Grèce, en Espagne, au Portugal, on voit notamment qu'au Portugal, la rue peut gagner. Donc nous, c'est bien au nom de l'idée de l'internationalisme et d'une autre Europe qu'on est contre et toujours contre cette Europe-là, parce que cette Europe-là, libérale, elle est en train de discréditer l'idée européenne elle-même, et on n'a rien à voir avec tout ce qui pourrait être repli nationaliste, chauvin ou encore pire raciste. D'accord. Monsieur Philippot. Oui, je pense que c'est une question qui aurait mérité au moins un référendum. Voilà, parce que c'est une question importante. Alors c'est vrai que la mode en France, c'est quand on fait un référendum, ensuite on passe par le Parlement pour annuler ce référendum. Bon, ça c'est ce qui s'est passé en 2008 avec le traité de Lisbonne, vous le savez bien, mais il aurait fallu, et nous réclamons un référendum. Pourquoi ? Parce que la philosophie de ce traité, c'est quoi ? Qui est effectivement un peu compliqué, c'est de se dire, ça marche pas, l'Europe actuelle marche pas du tout, on a déjà mis depuis 92, depuis Maastricht, des critères de stabilité, etc. C'est la mode en Europe, c'est qu'on met des mots dans les traités, et en fait, on fait l'inverse dans les faits. On met l'emploi, c'est le chômage. Il n'y a jamais autant de chômage dans la zone euro. On met la croissance, c'est la récession. On met la dette, la réduction de la dette, c'est l'explosion de la dette et des déficits.
je crois que tout le monde le sait en Europe, et les Grecs en particulier le savent particulièrement bien, puisqu'on leur applique une potion ultra-libérale d'hyper-austérité qui ne fait qu'amplifier en plus la dette et les déficits. Alors ça marche pas, donc on va en mettre une louche supplémentaire. Voilà, parce qu'on est dans une idéologie, on n'est plus dans le pragmatisme. Mais là, on n'est plus dans une politique raisonnable. Attendez, il y a des moments en fermant les yeux, mais vous allez évidemment dire non, ou je ne sais pas qui parle, là, pour l'instant vous dites à peu près la même chose que Besancenot. Sauf que... attendez, mais tant mieux, aveugle, plus on est nombreux pour combattre ce traité-là. Vous savez, en 2005, il a fallu l'union de plein de monde, plein de Français d'horizons différents pour faire une majorité à 55% pour le non. À part que Olivier en même n'a temps, pas parlé de souveraineté. L'autre problème de cette Europe-là, j'allais y venir. Oui, et puis il y avait une convergence à l'époque dans l'OUI entre le MEDEF, le Parti Socialiste, l'UMP, etc. J'allais y venir. Il faut évidemment se battre contre l'orientation de cette Europe-là parce qu'elle est en train de vider nos nations et nos peuples de toute idée de démocratie. Voilà, parce qu'on est en train de transférer, on le fera encore un peu plus au niveau budgétaire avec ce traité, notre liberté de peuple, notre souveraineté nationale qui est l'autre nom de la démocratie. Quand on dit souveraineté nationale, c'est pas le chauvinisme ou quoi que ce soit, ça veut dire démocratie, tout simplement. À des autorités non élues, pas sous l'influence de personne, certainement pas des peuples, mais sous l'influence, on le sait bien, des lobbies financiers, des banques et de tout ce qui ne va pas donc dans l'intérêt des populations. Et c'est pour ça qu'il faut réclamer notre souveraineté nationale et faire un bilan. Arrêtez de croire les zélateurs de l'Europe et de l'euro qui depuis 20 ans nous disent « Prenez ce texte, c'est pas parfait, mais ça ira mieux demain ». Ça fait 20 ans qu'on nous fait le coup et ça fait 20 ans qu'on va plus bas. Va voter pour. Hein, je ne vais pas voter pour parce que je suis député européen. Donc, certes, enfin, vous êtes pour. Je soutiens vous êtes pour, la ratification. Contrairement à beaucoup de gens chez les Verts, enfin, bon, la majorité des Verts, pour parler clairement, faut être honnête. Pourquoi je suis pour? Pas parce que ce traité en lui-même est un bon traité. Je veux dire, on l'avait critiqué au moment où il a été défini, négocié par Sarkozy et Merkel, mais on n'est pas du tout dans la même situation que 2005. C'est pas ce traité-là tout seul, en plus des traités européens où, si on vote contre, on revient à la situation antérieure. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Qu'est-ce qui a changé, dites-moi ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est que notamment avec l'arrivée de Hollande, parce qu'il a déverrouillé, c'est pas simplement son poids politique, c'est qu'il a déverrouillé une situation qui était tenue par Merkel et Sarkozy dans une sorte de directoire à deux qui tenait toute l'Europe sur un mode autoritaire et austéritaire. Il est arrivé en disant non, l'austérité n'est pas la solution en Grèce ni ailleurs. La solution, ça passe par l'investissement, ça passe par la transformation. Scepticisme autour de vous. Oui, mais voilà. Mais la question, moi j'essaye de trouver un chemin. Moi, j'essaye de trouver une solution, y compris pour les salariés de Florange, y compris pour les salariés d'automobile, y compris pour les Grecs. Et au niveau européen aujourd'hui, trouver un chemin, c'est quoi? C'est de dire, ce traité-là, déjà, il est largement dans la loi européenne et française. Mais il a une valeur symbolique incontestable, notamment, comme l'a dit Bernard Guetta, pour les principaux pays contributeurs. Mais ce qu'il permet aujourd'hui, quand Hollande parle d'investissement, quand Hollande parle de taxe sur les transactions financières, quand Mario Monti dit « sortons les investissements d'avenir », ceux notamment de la transition écologique, du calcul des déficits structurels. Quand les Allemands disent « allons vers plus d'intégration politique », quand se discute un fonds social européen d'assurance chômage pour quand, en Grèce par exemple, il n'y a plus de modèle social en Grèce. Voilà. Et bien tout ça, ça se discute aujourd'hui parce qu'on respecte, et c'est un peu compliqué, je l'admets, parce qu'on respecte ce compromis du passé qui est un compromis européen. Oui. On peut, nous Français, considérer que les Allemands n'ont pas la bonne idée de l'Europe, mais on ne peut pas nier qu'il y a l'Allemagne en Europe. On ne peut pas nier qu'il y a les opinions publiques des pays du Nord, comme les opinions publiques d'Espagne, qui ont voté Rajoy plutôt que quelqu'un d'autre. Donc il faut faire dans cette Europe-là, et à travers ces initiatives et sur lesquelles on va pousser, à travers ces initiatives, par exemple, si on n'a pas de politique industrielle européenne... je vous coupe parce que... Si on n'a pas de politique industrielle européenne, on ne fera jamais face à M. Mittal, à ArcelorMittal, qui démonte au niveau... face, là, j'aimerais bien entendre Besancenot là-dessus. Non, mais parce qu'on n'a pas de politique industrielle, il faut s'en donner les moyens. Si on est simplement dans le constat qu'aujourd'hui ça ne marche pas, évidemment, on peut tout refuser. Mais si on se dit que c'est à travers l'Europe que sur la question des paradis fiscaux, sur la question de l'évasion fiscale, sur la question du dérèglement climatique, il y a des solutions. Il faut trouver le chemin dans l'Europe qui existe aujourd'hui pour faire avancer nos idées.
Olivier Besancenot, il a fait aussi allusion à ArcelorMittal. Enfin bon, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Parce que je ne vois pas en quoi le traité va aider, en quoi que ce soit, une Non, politique Laurent, industrielle. c'est un élément. C'est un Non, élément mais d'une on a construction. compris que c'était un des éléments. Mais franchement, allez-y. là, pour le coup, c'est un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que le traité qui nous expliquait que le traité aujourd'hui va permettre aux salariés Je dis pas le traité, d'Arcelor, Je sais pas s'il a dit. ou cette Europe-là, où il faudrait, oui, mais alors les il faudrait, pardon, Non. mais moi, les il faudrait, je connais ça depuis Maastricht, avec une équipe de gauche à chaque fois au pouvoir qui nous dit, promis, juré, craché, allez, ça va être un peu pénible, ça va être encore un peu, c'est vrai pour le marché, ça va être encore un peu pour les banques, mais le social, ça viendra après. Maastricht, Amsterdam, le TCE, aujourd'hui, quand le problème, c'est en effet pas simplement de s'opposer, c'est de faire autre chose. Quand les gouvernements ont mis le paquet pour mettre les critères de convergence économique, ils ont déplacé des montagnes pour faire l'euro. Pourquoi on ne fait pas la même chose sur les critères de convergence sociaux? Pourquoi on ne ferait pas une Europe qui prendrait le meilleur d'une législation sociale et démocratique pour en faire profiter à tous, qui ferait des services publics européens et qui ferait un service public bancaire qui est le monopole de l'activité? Le contraire, une fois de plus, je vais prendre 15... Pour le coup, on va un peu vers la supervision bancaire. C'est un peu mieux. Non, je Moi, je veux bien, mais tu fais comment avec les Allemands? Tu fais comment avec les Finlandais? Tu fais comment avec les Grecs et les Polonais? D'abord, c'est pas que les Allemands. Le coup, c'est les Allemands, par exemple. Non, mais justement, je dis comment on fait avec eux? Comment on travaille avec eux? Le scepticisme tout à l'heure, c'était quoi? C'est Hollande s'oppose à l'austérité en Grèce. Pardon, il y a quelques mois, Hollande et Merkel ont dit au gouvernement grec: il faut mettre en application les plans d'austérité. Et cette Europe-là, aujourd'hui, et c'est écrit dans le traité d'ailleurs, c'est écrit dans le traité, c'est encore une régression démocratique. Dans les sommets européens, le président de la Banque Centrale Européenne, sous le contrôle de personne, une nouvelle fois, est invité à participer de droit aux réunions, lui, de droit. Le président du Parlement européen, qui est à ma connaissance la seule institution démocratiquement élue, lui, aura le droit, peut être invité à quoi? À être entendu. Ça veut dire qu'en fait, vous allez voter ou ratifier une Europe où le Parlement européen a encore moins de pouvoir que la Banque Centrale Européenne. Bernard Guetta. Mélenchon dit il n'a rien changé, Hollande. Il a tout accepté. Mélenchon, restons à Besancenot. Oui, mais restons à Besancenot. Non, mais il posait une très bonne question. Quand l'Europe sociale? La réponse, Olivier Besancenot, elle est extraordinairement simple. Quand il y aura une majorité de gouvernements européens qui voudront l'Europe sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité de gouvernement européen. Et la réponse donc est de changer les majorités gouvernementales. Il y a une majorité de gouvernement PS en Europe. Mais faites vos critiques au Parti Socialiste, moi je veux bien. On est d'accord. Non, mais attendez, moi je ne suis pas socialiste, faites votre critique au Parti Socialiste. Vous attendez qu'il y ait une majorité de gouvernements anticapitaliste en Europe? Non, certainement pas dans mon cas. Un peu plus de social, ça va être compliqué. C'est comme les écologistes, malheureusement, on ne dirige pas l'Europe. Qui prend les décisions en Europe, fondamentalement? Le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Les 27 chefs d'État et de gouvernement. Ces 27 chefs d'État et de gouvernement... Mais non, pas du tout. Ces 27 chefs d'État et de gouvernement, ils sont élus démocratiquement, que je sache, dans les 27 pays. Eh bien, ça veut dire tout simplement... On fait avec. Eh bien, on fait avec les majorités élues. On ne peut rien faire d'autre que faire avec les majorités élues. Un projet démocratique. Si ce n'est... Un projet de réforme démocratique. Une seconde, si ce n'est changer les majorités en question, plutôt que de dire bêtement non, non, non et non à l'affirmation d'une Europe politique. Monsieur Philippot, pour l'instant, on dit oui, ou on nous fait dire oui, et ça nous mène à la catastrophe. Donc excusez-moi, on a le droit de dire non. Et on a le droit de respecter notre non. Mais vous savez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est pas le monde de dans la vie, Monsieur Guetta, dans la vie professionnelle, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Ça n'existe pas, il y a un seul domaine où ça n'existe pas, c'est l'Europe. On peut pas jamais faire de bilan, jamais. Faut toujours aller fuite en avant, tête baissée, on continue. Les bilans des gouvernements et donc des majorités au Conseil européen. Mais ça n'est ces gouvernements à l'Europe pour bosser. Je me moque que ce soit l'UMP ou le Parti Socialiste, vous savez très bien qu'ils sont favorables à cette Europe-là, que ça va toujours dans la même direction et ça vous arrange bien comme ça l'un ou l'autre. Pour vous, c'est la même chose. Vous avez toujours deux fers au feu, vous mettez l'un ou l'autre, c'est la même chose. Vous n'en savez rien. Vous êtes un des grands. Vous savez, l'européisme, c'est une religion. Elle a son credo. La concurrence libre et non faussée. Je ne suis pas un croyant, je ne suis pas un religieux. Elle a ses dogmes, comme l'euro, vous venez de le rappeler, et elle a ses grands prêtres. Vous en faites partie, Monsieur Guetta. Vous êtes un des grands prêtres de cette religion. Mais c'est pas un taclage, c'est une connerie. Mais non, mais on se souvient tous, en 2005, tous les matins sur France Inter, on avait le droit à la petite louche de propagande sur le service public audiovisuel. Mais bien sûr, tout le monde l'a dit, ça a été vu et revu. Moi, je fais un petit bilan. Martine Aubry, et je vous dis en deux mots après notre vision de l'Europe. Martine Aubry, 12 septembre
1992, 8 jours avant Maastricht. L'Europe, ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion. On peut le faire pour Michel Sapin aussi. 20 août 92. L'Union européenne se traduira par plus de croissance, plus d'emplois, plus de solidarité. Et vous critiquez Ou là alors, des hommes et des femmes le plus drôle, c'est politiques. Bernard Kouchner. Vous critiquez pas Non, l'Europe. je Vous critiquez des hommes et des leurs femmes promesses politiques. sur des traités Leurs promesses, si européens vous qui n'ont voulez, pas été mais tenus. pas l'Europe. Alors ce qu'il faut faire, il faut se dire voilà. Effectivement, ça ne marche pas. On veut nous imposer le fédéralisme, c'est-à-dire on veut tuer la démocratie. Ça, je ne l'accepte pas. Moi, je crois en la souveraineté populaire, en la souveraineté nationale, et en la démocratie. La démocratie. Il y a aussi une fédération. Ah, vous croyez qu'il y a un peuple européen? Oui, tout à fait. Mais Absolument. bon, vous êtes dans vos rêves. Vous êtes dans vos rêves. Peut-être que Maison de la Radio, on y croit, mais dans la vie réelle, il n'y en a pas. Monsieur Jadot. Monsieur Jadot, par exemple, non, mais c'est intéressant. Vous dites, et je vous respecte parfaitement. Vous savez pas ce que je vais dire. Donc vous faites une tribune dans Libération, vous dites pour une république européenne. Très bien. Ça, c'est une utopie. Ça vous a plu, j'espère. Mais c'était intéressant. Avec plein de choses très concrètes. Et je vous dis, plein de propositions je très ne concrètes. critique pas, vous avez parfaitement le droit de dire ça, Victor Hugo déjà en parlait. Je dis, commençons déjà par réussir à faire la République française. Ce sera déjà pas mal, parce qu'on en est très loin. C'est en chemin quand même. Le souci qu'on a... J'ai l'impression qu'il y a là, beaucoup on a de une problèmes divergence dans la de République fond. française et qu'il y a une désagrégation Là, progressive de notre là République, où on je ferait crois, bien de s'y atteler. À part sur plein de sujets où Alors on a une faisons l'Europe divergence des de nations. fond. C'est que moi, L'Europe des nations, c'est l'Europe raisonnable. Laissez-moi finir. L'Europe réelle. Laissez-moi même commencer. Allez-y. Je pense qu'il y a démocratie quand la délibération collective donne aux personnes élues, aux exécutifs qui sont élus aussi, le moyen d'agir au service de l'intérêt général. Si on n'a pas les moyens d'agir au service de l'intérêt général, c'est de la blague. C'est quoi l'intérêt général européen? L'intérêt général aujourd'hui, c'est de lutter contre les marchés, d'essayer de les contrôler. C'est pas cette Europe-là qui le fait. Non mais attendez, c'est de donner, d'essayer de construire, d'essayer de construire un modèle social, d'essayer de construire un modèle écologique. Et je ne crois pas, moi, profondément, que c'est au niveau national aujourd'hui que ça peut se construire. Si la France, laissez-moi finir. Si la France est dans cette pagaille, c'est aussi parce que depuis 2000, on a baissé de 100 milliards d'euros d'impôts par an les recettes de l'État. Si la Grèce est dans cet état, là, encore une fois, les solutions de la Troïka ajoutent de l'austérité à la récession. Mais si la Grèce est dans cet état, c'est aussi parce que c'est un pays corrompu, c'est aussi parce que c'est un pays qui a de l'évasion fiscale, c'est aussi un pays qui a investi sur l'armement plutôt que sur l'éducation. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de mettre au niveau européen toutes les responsabilités. Maintenant, une réforme démocratique intéressante sur laquelle les principaux partis sont en train d'arriver. C'est par exemple qu'après les élections de 2014, les élections européennes de 2014, la présidence de la Commission, donc la Commission européenne, soit issue des élections du Parlement européen, donc ce soit une commission politique et que les élections européennes soient un vrai débat politique sur l'orientation de l'Europe. Et bien ça crée de la démocratie. C'est pas facile, mais ça au moins ça crée de la démocratie. Mais ce traité, c'est encore plus de contraintes, non, de possibilités de sanctions en cas de manquement, et même la saisie possible de la Cour de justice européenne par un autre État. Attendez, s'il s'estime qu'un autre a fauté, se fliquer, c'est une drôle de conception quand même. C'est une drôle de manière de faire aimer l'Europe. Encore une fois, c'est quand même bizarre. Je te flique, c'est pas bien. Regarde l'autre. Qu'est-ce que dit ce traité? Encore une fois, moi je défends pas particulièrement. C'est l'Europe à la schlag. Non, c'est pas l'Europe à la schlag. Enfin, qu'est-ce que dit ce traité? Il dit en situation normale, quand votre économie globalement va bien. Il dit, vous devez être sur un déficit structurel de maximum 0,5. Moi, j'ai pas de souci avec ça, pour vous dire la vérité. Je pense que quand une économie va bien, il n'y a pas de raison qu'on s'endette et qu'on fasse payer les générations futures. Je pense ça pour l'environnement, je pense aussi ça pour la finance. En revanche, effectivement, ça pose un certain nombre de sanctions. Et moi, je préférerais, même demain, que le président Hollande et le Premier ministre Ayrault disent, avec ce traité qui va être ratifié, qui pose un certain nombre de trucs, mais aussi de dérogations qui dit qu'en situation de crise, on a le droit de faire des déficits supérieurs, qui disent, eh ben, pour le coup, on retire les 3% Maastricht de 2013 parce que ceux-là, aujourd'hui, sont intenables et parce que ceux-là organisent la récession dans ce pays. Un traité, c'est un traité, ça peut bouger. C'est ça que vous dites à peu près dans votre excellent édito il y a quelques jours. Mais les traités évoluent tous, pas seulement les traités européens, voyons. Ils évoluent en fonction des réalités, ils évoluent en fonction des rapports de force. Ils évoluent, par exemple, M. Besancenot, en fonction des évolutions des majorités au Conseil européen, c'est-à-dire dans la cabine de pilotage de l'Union européenne. Alors, M. Besancenot, il répond quoi, M. Besancenot? Je me souviens du débat de 2005, vous êtes tous à la bouche, vous n'aviez que le mot Parlement européen. J'en entends plus parler. J'en entends plus parler. Vous avez tort. Parce que de fait... M. Jadot vient d'en parler. Non, est-ce que je vous ai tout à l'heure parlé Olivier Besancenot. Je vous dis, vous relirez l'article 12, vous verrez quel est le poids du rôle de la Banque Centrale Européenne accordé au sommet européen
et au Parlement européen, c'est autre chose de nous faire le coup des majorités à l'époque de 2005. Juste avant, il y avait une majorité de gauche. Alors on peut discuter, c'est pas la bonne, soit. Alors attendons qu'il y ait une majorité de gouvernement anticapitaliste, soit. Le vrai problème, il est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un tout petit laps de temps historique pour savoir si oui ou non on discrédite à vie l'idée internationaliste d'une autre Europe. Et s'il n'y a pas une rupture, une vraie rupture, qui commence par ne pas ratifier ce traité-là, alors oui, tous les peuples aujourd'hui qui résistent au plan d'ajustement structurel, ils finiront par sombrer dans la pire des voies. La voie nationaliste, le repli sur le chacun pour soi, la mise en concurrence des peuples. En Grèce, aujourd'hui, il y a des mobilisations historiques. Il y a une organisation de la gauche radicale, Syriza, peut discuter de telle ou telle orientation. Elle maintient le cap d'une internationaliste. Tout à fait. Elle n'est pas pour sortir de l'Europe. Mais elle réclame quoi? La fin de l'austérité, la fin de l'Europe libérale. Donc, soit on comprend ça, que dans les nouvelles générations qui sont en train de voir le jour, avec des grands discours sur il faut essayer dans les mailles d'essayer d'arracher un petit peu, alors que plus rien ne fonctionne. Et je termine sur une chose, c'est qu'en plus ça ne fonctionne même pas du point de vue de la crise économique. Parce que en gravant dans le marbre des politiques de rigueur et d'austérité, alors oublions le marbre, en faisant des plans je termine là-dessus, des plans d'austérité, on fait quoi? On fait une baisse du pouvoir d'achat, on prive la majorité de la population des moyens de consommer ce que la société produit, donc on accentue la crise de surproduction, on accentue la crise économique elle-même. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi. Mais non, mais pas du tout. C'est même les néo-nazis qui vont en Grèce donner 20, 30, 40 euros aux gens qui n'ont plus les moyens de vivre. Je suis d'accord avec la critique que fait Olivier Besancenot des plans d'austérité ou du moins de leur folie excessive. Mais en revanche, si vous cassez aujourd'hui, parce que ce serait ça, si vous cassez aujourd'hui ce lent, difficile, très complexe processus de construction européenne, à ce moment-là, l'histoire ne repasse pas les plats. Non, à ce moment, pas une assemblée constituante européenne. Mais d'accord, faites-la, moi je ne demande que ça. Non, pas moi tout seul, puisque par les c'était une forme d'invitation. Tout à fait. Moi je ne demande que ça, qu'on fasse une constituante européenne. Je voulais savoir un truc là, j'ai 3 questions rapides pour terminer. Selon un sondage paru dans le Parisien aujourd'hui en France, lundi 1er octobre, si les Français étaient consultés par référendum, bon, comme vous le demandez, Florian Philippot et le Front National aussi, votre parti, ils voteraient oui à 64%. Alors, ils ont tout compris. Oui, alors, il y en a qui disent oui, mais on n'a pas compté tout, etc. Non, en fait, ça serait 53. C'est le début. Non, mais c'est D'accord, ça, c'est le début de la question. C'est parce qu'il n'y a pas encore de débat. C'est comme avant 2005, c'est tout. au début, vous, c'était les mêmes proportions. Ne pas prendre ça à la lettre. D'accord. Le problème. Non. Mais moi, je serais contre un référendum, je vous le dis tout net. Et je pourquoi vais vous dire pourquoi. Parce que je suis absolument démocrate, je vote à toutes les élections, etc. Pourquoi je serais contre un référendum aujourd'hui? Parce que dans le climat social, de brutalité sociale, d'injustice sociale, dans lequel ce pays, comme la majorité des autres pays européens, vivent. Vous posez n'importe quelle question à un référendum. Est-ce que vous êtes pour la bicyclette? Est-ce que vous êtes pour la choucroute, etc. Ce sera non. Et forcément non. Et la choucroute. Non, vous inquiétez pas, les gens sont plus intelligents que vous. Les gens sont plus intelligents. Je crois à leur intelligence. Ils sont tellement mécontents qu'ils voteront non. Ils feront le lien entre cette brutalité antisociale et cette Europe. Mais justement, non, ils ont de toute manière. Monsieur Jadot, j'ai une question à vous poser, moi. Au niveau D'accord. européen, Une question pour terminer. Donc il y aura une forme de convention. Il y aura une Mais forme de c'était quoi convention, votre question? mais faisons un référendum européen. Bon. Faisons un voilà, référendum ça, c'est tout à fait européen. différent. Ça n'a rien à voir avec un référendum souverainiste. Comme vous êtes sur l'opposition, s'il vous plaît, on fait vite la démocratie. Excusez-moi, monsieur Jadot. Pour vous, français, c'est quoi? Ça existe Monsieur ou pas? Philippot, mais si, ça existe. Dès qu'on dit référendum national, vous dites souverainiste, fermé. Vous êtes sur la ligne Cohn-Bendit, j'ai bien compris. Vous êtes pour le traité. Ça veut dire que vous allez nous annoncer là sur ce plateau que vous allez quitter Europe Écologie Les Verts? Mais non, enfin, on a des discussions au sein d'un parti. Vous savez qu'en 2005, tous les partis étaient divisés. Ils se divisent encore aujourd'hui. Pour l'instant, on est un peu déçus parce qu'effectivement, le logiciel de départ d'Europe Écologie, c'était Europe et écologie. Ouais. Et de se dire, assumons la complexité de l'Europe. Oui, c'est pas facile de discuter avec les Finlandais, avec les Allemands, avec les Grecs, avec les Portugais, tout ça. Mais c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de plan B à l'Europe pour sortir de la crise. Mais il faut travailler à une autre Europe, mais dans l'Europe qui existe aujourd'hui. Et monsieur Besancenot? Non, juste une petite question. Il sort de profonde rêverie. Non, il ne va pas quitter le PA, je ne pense pas. Non, oui, je sais. Sur Florange et sur l'action de Montebourg, d'Arnaud Montebourg. Quand dire, à part qu'il ne redresse pas grand-chose et que ça va mal se finir. Mais ce n'est pas le problème de Montebourg, c'est le problème du gouvernement. Il y a une accumulation de plans de licenciement et je pense que le seul moyen que le gouvernement arrête de bégayer sur ce sujet, c'est le jour où, le même jour et la même heure, il y aura les PSA, les Florange,
les Sanofi et puis toutes les entreprises qui vont derrière. Et là, on pourra discuter d'une loi qui pourrait être votée en 4 jours, parce que ça prend 4 jours de voter une loi d'interdiction des licenciements. Après, c'est la de savoir réquisition. si on est pour ou contre. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On dit beaucoup, il n'y a pas de débat sur l'Europe à part le matin, hein, le matin sur France Inter. Mais en tout cas, on a essayé. On est, hein, comment ? Il n'y a pas de débat là. Arrêtez, on entend. Enfin, en tout cas, nous, on a essayé. Hein, merci beaucoup vraiment d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine, hein, même lieu, même heure. Merci vraiment à nos partenaires. Hein, Europe 1 et Dailymotion. D'ici là, citoyennes, citoyens de la blogosphère ou d'ailleurs, parlez, débattez, intervenez. Tiens, au hasard, sur Europe 1, notre partenaire, et tweetez-moi hein, toute la semaine, mais sans méchanceté, hein, s'il vous plaît, avec le hashtag, j'adore dire ça, moi, tweet, et vive le débat. Voilà, pour ma part, je vous ai tout dit et je répète, salut et fraternité.